Arrêté, il est 20h30 chez vous. 32. 32, donc nous pouvons commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Le grand Sacha est là, donc on peut commencer. D'être là pour le premier jour de ce séminaire de cette année. Je vais faire une brève présentation, un bref pitch des événements antérieurs et de ceux à venir avant de vous présenter, de laisser Gisèle Arus-Révidi intervenir sur James Ellroy aujourd'hui. Deux, trois choses. Le séminaire Babylone est maintenant organisé de telle manière qu'il y a un colloque quasiment tous les 2 ans. Vous avez raté, un certain nombre d'entre vous, puisque je ne vous y ai pas vu, mais c'est normal, c'était loin, le colloque que nous avons fait sur l'adolescence à VV Montreux, non, certains y étaient. C'était très bien. C'était compliqué. C'était compliqué à y aller, bien sûr. C'était très bien. On va publier et vous lirez si ça vous intéresse. Vous ne raterez pas, bien sûr, le prochain qui est déjà organisé, qui aura lieu à la Martinique, autour des auteurs antillais, avec les auteurs antillais présents. Il est déjà organisé pour 2014, octobre 2014, et celui d'après aura lieu autour de la littérature russe à Saint-Pétersbourg. Je ne vous dirai pas que je ne vais pas annoncer les choses avant. Celui sur la Martinique est fixé. Vous allez recevoir ça par mail si vous laissez votre adresse Internet. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui nous rejoignent aujourd'hui, n'oubliez pas l'essentiel de laisser votre adresse Internet pour qu'on vous donne les informations, les corrections, etc. Je précise aussi que vous avez dû prendre, sinon faites-le, le petit flyer, le petit volant sur la journée d'automne. Maintenant, c'est un grand classique. La journée d'automne de la SFPEAT, la Société française de... Vous verrez la suite. Il s'intéresse comme nous à la psychanalyse et la création. Et cette année, c'est autour du regard. Un certain nombre d'entre nous vont intervenir là-bas. Si ça vous intéresse, ça a lieu pas loin d'ici, un institut protestant de théologie, à côté de la fabuleuse bibliothèque Ricoeur. C'est un très bel endroit, donc ça vaut déjà la peine pour l'endroit. Et ça tourne autour du regard. Ce sont donc des compagnons de route qui investissent aussi ce domaine de l'articulation entre la création artistique et la psychanalyse. Vous avez bien sûr le programme de cette année, qui est à mon sens très bien fait et riche. Après Gisèle qui va intervenir, vous avez beaucoup de Lyonnais. Nous avons été séduits par l'école lyonnaise, qui organise aussi une fois par an un grand colloque autour de psychanalyse, qui est formidable. On y a participé autour de psychanalyse et littérature. Donc c'est Anne Brun. Eh bien, Anne Brun viendra elle-même autour de son très beau livre qui date d'un certain temps, mais qui est toujours aussi prégnant, sur Henri Michaud et Le corps halluciné, un livre qui n'est plus trouvable, donc c'est pas la peine de le chercher, mais qui est de très grande qualité. Aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, si vous le trouvez chez un bouquiniste. Après Anne Brun, qui interviendra sur Henri Michaud, vous aurez Silke Schauder, que vous connaissez déjà, qui sera aussi une intervenante à regard, et qui nous parlera de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est en effet un grand écrivain, pour ceux qui ont pu lire les fragments, qui sont d'une hauteur politique absolument majeure, vraiment. Il y a du corps dans cette poésie, beaucoup de corps, ça vaut la peine. Silke interviendra là-dessus, et sur tout un tas d'autres choses que nous ne savons pas de Marilyn Monroe, qui reste une icône, une mystification, il y a beaucoup de choses derrière. Jacques André, vous le connaissez, il a un grand succès actuellement avec ses bouquins, en particulier sur la sexualité masculine. Alors on a eu beau le titiller pour qu'il nous dise, mais à quel auteur il va faire référence autour de la question de la sexualité masculine. Il ne veut pas le dire, on a respecté ça, donc on l'interrogera ce jour-là. Son titre, Atemporalité, à privatif, de l'inconscient. L'inconscient, c'est bien sûr le hors-temps, et littérature. Les Lyonnais, je vous l'ai dit, voilà un autre, Alain Ferrand, exceptionnel pour moi, qui a écrit un très beau texte sur Céline, psychonaute, et je l'ai entendu faire cette conférence à Lyon autour de Sandrars, Blaise Sandrars, qui habitait pas si loin d'ici, tout en bas, à côté de la prison de la Santé. Eh bien, on va lui rendre hommage. Alain Ferrand, ça tombe bien, il vient de sortir dans la Pléiade. Ses œuvres complètes, Sandrars, Bourlinguer en écriture, ça sera visité par Alain Ferrand.
Ensuite, François Villa nous refera ce qu'on a déjà fait, mais c'est évidemment important d'y revenir très souvent. Son Antonin Artaud, sa vision à lui du fameux corps sans organes d'Antonin Artaud. Très bien, Johan Loisel, que vous connaissez, qui est intervenu déjà ici, qui a beaucoup discuté, qui a beaucoup travaillé Beckett, lui s'interrogera tout particulièrement cette année sur lui, Ferdinand Céline, les figures maternelles dans l'œuvre, l'objet et l'abject. On voit l'influence Kristeva, l'objet et l'abject, très bien. Et il sera discuté pas par n'importe qui. Monsieur Loisel ne se fait pas discuter par n'importe qui. Il sera discuté par Henri Godard lui-même, le professeur de littérature à la Sorbonne, qui est l'éditeur des volumes de Céline à la Pléiade. Vous voyez qu'on ne se refuse rien. Regardez bien les discutants. Après Loisel, Johan, il y aura Marie-Christine Lala, qui, il y a 20 ans, quand nous avions commencé Babel, était intervenue sur Georges Bataille, et ça nous est resté en mémoire. C'est une linguiste, donc c'est un éclairage, un angle un peu particulier, singulier, mais tout à fait impressionnant, et en particulier pour évoquer Marguerite Duras et les ravissements de l'écriture. Elle sera discutée par Guillemette Balzan. Voilà pour le programme, vous l'avez. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Gisèle Arus-Révidi, que vous connaissez en 2 mots. Je la présente. Elle est psychanalyste, membre de la Société psychanalytique de Paris. Elle a dirigé la revue du champ psychosomatique. Elle dirige encore. Elle est universitaire et elle est l'auteur, directeur de recherche à Diderot, Paris 7, si je ne m'abuse. Elle est l'auteur d'un certain nombre de livres, dont certains sont devenus des classiques. Le psychanalyse. Alors, ils sont quasiment tous chez Payot, si je ne m'abuse aussi. Non, il y en a un aux presses universitaires et les nouvelles sont chez Hermann. Voilà. Parmi les ouvrages, donc, vous avez la psychanalyse de la gourmandise, la psychanalyse des sens. Alors, je vous le dis, parce qu'elle me l'a dit en confidence, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça c'est des titres d'éditeurs pour que ça se vende. Le vrai titre de psychanalyse des sens. La vague et la digue. Et la vague et la digue, ce qui est quand même plus joli, mais moins vendable. Ils avaient peur qu'on prenne ça pour un voilier, pour voilà. des trucs sur les voiliers. Qu'est-ce que l'hystérie chez Payot? Qu'est-ce que la séduction chez Payot? Coquelicot sous l'orage, chez Hermann, le voilà. Psychanalyse des sens, je l'ai dit, psychanalyse de la gourmandise et parents immatures et enfants adultes chez Payot. James Ellroy, il était temps que nous fassions une incursion dans le polar. Je ne me souviens pas, à part Sherlock Holmes, mais bon, est-ce vraiment du polar que nous avons évoqué il y a un petit moment avec Sylvain Missonnier? Nous n'avons pas fait d'incursion dans le polar, alors que le prix Goncourt d'aujourd'hui est un auteur de polar. Il était temps. Est-ce que James Ellroy n'est qu'un auteur de polar? Bien sûr, c'est ça la question. Mais il est quand même, en tout cas au début, avec le Dahlia noir reconnu dans ce registre-là. C'est autour de James Ellroy que Gisèle nous fait le plaisir d'intervenir. Elle sort d'une petite bronchite, donc prêtez l'oreille, nous allons élever les micros. Bonjour. Alors, je vous prie de m'excuser, mais je ne suis pas du tout maîtresse de ma voix. Quand j'ai entendu parler à plusieurs reprises du séminaire Babylone, je me suis dit, comme un gag, je me suis dit, je suis persuadée qu'ils ont des auteurs magnifiques, on va leur parler de poètes, de peintres, enfin de tout ce que vous voudrez, mais que personne n'aura l'idée de parler de polar. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à Silk Shoulder en disant, je pense que les gens n'auront pas idée de parler de polar. Et effectivement, Boris Korkos m'a fait le plaisir de dire oui assez vite, parce que les polars ne sont pas la spécialité des psychanalystes. Alors, je vais essayer de vous parler de James Ellroy entre trauma majeur et rédemption créatrice. Alors, à titre d'information avant, est-ce que beaucoup d'entre vous connaissent les ouvrages de James Ellroy? Ouais. Parce que je craignais en plus que personne n'ait... Non, ils sont très, très disciplinés, ils ont tout lu. Mais on peut leur rappeler en gros l'intrigue. Hein. Ah ben c'est ce que je vais faire très longuement. Ce que je vais faire très longuement parce que cet exposé est fait
à partir des œuvres autobiographiques de Ellroy, qui pourraient tenir entre l'autobiographie et par moments l'autofiction. Alors, l'approche de l'œuvre de James Ellroy pose la question suivante. Existe-t-il un lien entre une chaîne traumatique exceptionnellement grave, vécue dans sa prime jeunesse, et sa fécondité créatrice, en apparence inépuisable? Je dis inépuisable parce qu'il en sort tout le temps, hein, ça continue à sortir. Alors, de quoi s'agit-il dans l'œuvre de Ellroy? Je vous le contextualise. James Ellroy a eu sa mère qui a été assassinée le 22 juin 1958. Son fils, qui ne se prénommait pas encore James, mais Lee Earl, j'ai beaucoup de choses viennent du livre qui s'appelle Ma part d'ombre, qui est son premier livre autobiographique, et après il a repris, parce que comme je vous le dirai à plusieurs reprises, il a une écriture obsessionnelle absolument, alors il reprend les mêmes choses. Ses camarades, ça les faisait rire, qui s'appelle Lee Earl, donc il était surnommé par ses petits camarades Leroy, et il avait 10 ans. Son père était un raciste, et il disait « J'ai donné à mon fils un nom de Mac Negro ». Ce qui est quand même, comme début dans la vie, pas totalement, à mon avis, narcissisant. Alors, à l'annonce du meurtre de sa mère, l'enfant manifeste d'abord une indifférence complète. Et même plus, il énonce, mais c'est l'adulte qui l'écrit, une véritable joie de vivre en apparence avec son père. Ses parents avaient divorcé, il avait été confié, comme très souvent, à la garde de sa mère, et il manifeste une joie, il verse quelques larmes que lui-même qualifie de larmes de crocodile. En fait, on a le sentiment, pour ceux qui me connaissent, je vous rappelle que j'ai quand même enseigné à Paris 7 pendant très longtemps. C'était moi qui étais la responsable, en même temps et après Sami Ali, de psychosomatique. Alors quand on entend ça, on se dit, cet enfant qui exprime une véritable joie à l'annonce que, puisqu'on avait assassiné sa mère, et il avait tous les détails, et je vous les donnerai dans un instant, et il a une joie ou une espèce d'indifférence, on pense tout de suite au concept d'alexithymie. On se dit, alexithymie, vous savez, c'est une incapacité apparente de ressentir les affects. Alors moi, c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, il est complètement alexithymique. Qu'est-ce qui fait que cet enfant, au récit circonstancié qui lui est fait de la mort de sa mère, et ce sans lui épargner aucun détail, et vous verrez que pour les détails, on est gâté, hein. Cet enfant ne réagit pas du tout, il fait quelques sanglots, il va rejoindre son père, sanglots qu'il fait sur le mode, dit-il, conventionnel. Donc, ça fait un trouble de l'affect majeur. Voilà à quoi on pense devant cet enfant de 12 ans qui vient de voir assassiner sa mère. Alors, le professionnel en nous ne peut se poser que la question du devenir d'une telle attitude. Est-ce que c'est un refoulement immédiat? Mais les conditions d'un refoulement immédiat, elles ne sont pas tout à fait là, parce qu'il faudrait que vraiment le refoulement soit tombé comme un coup près. Alors, est-ce que des somatisations ultérieures sont envisageables? Alors la question est ambiguë. Une chute possible dans la délinquance ou la perversité serait-elle possible? Alors, donc, quand on lit ça, on se dit refoulement, somatisation, perversion, délinquance. Mais j'avoue qu'au départ, quand on commence à lire ça, la notion de créativité et créativité littéraire ne vient vraiment pas à l'esprit. Alors, troisièmement, toujours dans la contextualisation, sa mère ménageait les apparences, mais son père se délectera à la noircir aux yeux de son fils. Ceci dit, elle est très jolie, hein. Elle est quand même très... il soulignera donc, le père, ce qui s'avère vrai, que la mère était alcoolique, qu'elle avait une forme de sexualité complètement débridée,
qu'elle croyait avoir caché avec succès à son fils, qui cependant affirme très tôt avoir assisté au rapport sexuel de sa mère avec des étrangers. Le père, quant à lui, était un très bel homme, anatomiquement très masculin, à l'admiration de son petit garçon. Alors, cette question du petit garçon admirant l'anatomie de son père, c'est dit comme ça, l'anatomie, hein, il n'y a pas le mot pénis, c'est l'anatomie de son père. Ce détail revient régulièrement. Hein. Mine de rien, si vous voulez, hop, au détour d'une phrase, il va dire « Ah, son père, c'était vraiment un homme, un très bel homme, il avait un sexe magnifique. » Il ne dit même pas ça, il dit « une anatomie magnifique ». Alors, le titre de gloire du père, c'est qu'il avait été le comptable de Rita Hayworth, et à ses dires, au dire du père, il a été pendant quelque temps l'amant de Rita Hayworth. Vous savez qui est Rita Hayworth, j'imagine. Oui, oui, c'est vieux. Oui, c'est vieux, mais quand même. Dans ces deux ouvrages plus ou moins autobiographiques, cette affirmation toujours soulignée avec une réserve prudente, mais il souligne toujours le titre de gloire généalogique. Son père a été l'amant de Rita Hayworth. Autre détail donné sans en faire le moindre commentaire, et moi ça m'a intéressé. Son père était un pauvre homme, enfin, qui se débrouillait comme il pouvait, pas terrible, et pour échapper au fisc, il avait pris un nom d'emprunt. Il se faisait appeler James Brady. James, c'était pas du tout son prénom. Il se faisait appeler James Brady, et curieusement, c'est ce prénom-là que, devenu adulte, le petit Lee va prendre dans une identification à son père misérable, employé délinquant. Son père, donc, c'est un faux James délinquant. Lui, il deviendra le vrai faux James, autonomé et auto-engendré, et rendra célèbre positivement le nom des Elroy. C'est-à-dire que quand même, il y a un acte d'une grande violence symbolique à l'égard de son père à ce sujet. Dernier personnage essentiel de cette saga et de toute la saga de Elroy, c'est la ville de Los Angeles. La ville de L.A. est sordide, sale, dangereuse. C'est le lieu de toutes les perversions, véhicule la mort jusque dans les milieux les plus protégés, les plus riches et les plus solides en apparence. Rien n'y est décrit comme esthétique. Ce roman respecte l'unité de lieu. Tous les chemins ramènent à L.A. L'essentiel de l'action ne peut que se jouer là. Donc, la question se pose comment cela a créé chez lui une sorte de puissance créatrice. Or, toutes les recherches et les travaux ont montré qu'une maladie physique peut avoir un rôle important dans la créativité. Bon, une maladie mentale, c'est évident pour tout le monde, qu'il y a beaucoup de malades mentaux qui sont très créatifs. Une toxicomanie, c'est évident pour tout le monde aussi, tout le monde le sait. Et nous n'oublierons pas la puissance créatrice des traumas majeurs, par exemple Frida Kahlo avec son terrible accident, etc. Eh bien, on peut se réjouir puisque James Ellroy avait tout à la fois. Trauma physique, trauma moral, il avait tout. Toxicomanie, tout. Il avait tout. Et maladie mentale. Donc, c'était l'excellent client par excellence. Postulat de base et l'hypothèse de vie. Le postulat de base de toute l'œuvre de Ellroy, c'est le meurtre de sa mère. Et apparemment, c'est le signifiant clé de la vie de James Ellroy, et c'est un signifiant énigmatique, comme disait la planche, s'il en est. Parce que la planche évoque toujours les signifiants énigmatiques. Ellroy ne vit que par et pour son explicitation sur ce crime. C'est ce crime et non pas le crime, c'est la trame qui tisse sa vie. Il en fait de ce crime son credo et sa passion. Alors vous allez me dire que credo et passion appartiennent au vocabulaire religieux, mais ces termes me semblent tout à fait utilisables dans ce contexte, parce que credo, il a toujours cru qu'il y avait quelque chose de transcendant dans cette affaire-là, alors qu'il est dans le sordide le plus absolu.
Et passion, c'est au sens de passion du Christ. Et paradoxe total, et qui va contribuer à lui rajouter une problématique, qu'il dit d'ailleurs dans son dernier bouquin sur la malédiction illicaire. Paradoxe total, c'est qu'il est très très riche, il a une réussite sociale, et il a une réussite financière très importante grâce au meurtre de sa mère. Enfin, c'est un peu bizarre de dire les choses comme ça, mais en fait c'est ça. Pardon ? On va faire les questions après. On va continuer sur le film. Ouais. On fera les questions après, Ouais. parce que sinon on va s'en mêler. Non, c'est-à-dire que il a fait toute son œuvre sur le meurtre de sa mère, et c'est ça qui lui a permis d'être célèbre et de s'enrichir. Là, c'est d'une simplicité biblique. En 1996, il écrit une autobiographie qui s'appelle « Ma part d'ombre », qui est traduite en français en 1997 et qui est dédiée à sa seconde épouse, à laquelle, à ce moment précis, il semble vouer une véritable vénération. Je vous dis tout de suite que je me suis emmêlé les pinceaux dans les épouses, parce qu'à chaque fois, j'ai quand même fait ce travail sur pas mal de temps, je croyais toujours que la dernière était la bonne. C'est du moins ce qu'il disait, qu'il criait, qu'on me disait de partout, la dernière était la bonne. Mais alors, plus ça allait, plus ça tournait vite. Alors, bon, donc, sur la deuxième et parfaite épouse, qui, avant le divorce, il semble vouer une véritable vénération à sa mère qui détonne totalement avec le langage vulgaire et dévalorisant dont il parle par ailleurs des femmes. Je dois dire que s'il y a ici des femmes qui ont des positions un petit peu féminines, j'allais dire un peu normales, féminines et tout, il y a des moments où on grimpe au rideau en le lisant, hein, tellement c'est révoltant ce qu'il est dit et anti-féminin. Cet ouvrage, c'est Ma part d'ombre, d'une violence mortifère, décrit le chemin qu'il a parcouru dans des termes et avec une perception crue, par moments difficilement soutenable. Je vais vous lire des extraits qui sont pas piqués de verre. Cependant, dès l'introduction, un effet littéraire interpelle immédiatement. Ce premier chapitre, et ce ne sera pas le seul, est précédé d'un paragraphe en quelques lignes, écrit en italique. Voilà, il y a un petit paragraphe comme ça, écrit en italique, et puis tout le reste est écrit en normal. Alors, ce qui est écrit en normal, en écriture normale, c'est la violence du meurtre, il raconte, il se délecte, il se redélecte, etc. Et ce qui est écrit en italique, c'est un petit poème gentil, doux pour sa maman. Et quand je dis maman, je fais exprès de dire pour sa maman. C'est vraiment le poème d'un fils pour sa mère. Donc cet effet littéraire interpelle immédiatement. Et Ma part d'ombre, donc cette autobiographie, autofiction, est une déclaration d'amour ferme, mais également douce et affectueuse, adressée à sa mère et en opposition avec le corps même du récit. Et il montre là, pour la première fois, il montre une réelle culpabilité. Et il dit, je cite, « Et je t'ai failli comme talisman. Je me dresse donc aujourd'hui comme ton témoin. Ta mort définit ma vie. Je veux mettre tes secrets au grand jour. Je veux te donner vie. » C'est quand même très beau d'écrire ça, je ne sais pas, 15 ans ou 20 ans après l'assassinat horrible de sa mère. Ce ton offre un contraste saisissant avec le corps du texte qui suit immédiatement et qui tient plus de ce qu'un néophyte imagine d'un rapport de police. Au début, je dois dire que je croyais réellement que c'était écrit comme des rapports de police. Il faut dire que je ne fais pas des rapports de police, ma lecture habituelle, mais je me disais, ça doit être ça. C'est pas ça du tout, il paraît. Pas du tout. Et c'est là le talent, voire le génie de Ellroy. Il écrit en fait dans une forme éloignée du réel, quoi qu'il paraisse reconstituer ce réel, le réagencer pour obtenir l'effet littéraire souhaité. D'un point de vue psychologique, ce texte, Ma part d'ombre, est paru dans les... et semble quelque chose dont... Je sais, on parle peu maintenant, mais on parlait beaucoup de ça dans les années 70, je me souviens quand j'étais à l'hôpital.
C'était Psychological Autopsy. On n'en parle plus maintenant. Hein. On en parle encore du Psychological Autopsy? Je ne crois pas trop. C'est-à-dire, la Psychological Autopsy, ça a été tout un courant qui a été fait aux États-Unis qui montrait que ce dont une personne est décédée n'est pas ce pourquoi elle est décédée. Elle est morte d'un cancer, mais si ce jour-là, à cette heure-ci, elle est décédée, il y avait peut-être une raison, il y a un facteur déclenchant. L'énigme de la mort de la mère relève tant de la criminalité que de la psychologie à proprement parler, et les deux approches débouchent sur le mystère et sur l'incompréhensible. Par des répétitions obsessionnelles et litaniques, les gens qui n'aiment pas le style obsessionnel et qui n'aiment pas tout ce qui renvoie à l'obsessionnalité sont priés de ne pas lire Elroy, parce que vous allez devenir fou. Il y a des paragraphes entiers, ça ne fait pas copier-coller, ça réapparaît. Même pas avec un autre sens, mais ça réapparaît, ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous êtes complètement imbibé là-dedans. Donc, par des répétitions obsessionnelles et litaniques, il énonce son projet, pressenti dès l'origine, affirme-t-il. Ah oui, parce qu'il n'a pas été longtemps à l'école, mais ça reviendra à plusieurs reprises. Lui, il n'avait pas besoin d'aller à l'école, il était nul, mais de toute façon, ça allait être un grand écrivain, donc un grand écrivain, pas besoin d'aller à l'école. Donc, il savait qu'il serait grand écrivain, donc ça a marché, donc c'était évident. Donc, il savait quelque chose de juste. Par ses répétitions, il énonce son projet pressenti de l'origine. Il est à la fois sujet et objet de son discours, dans une confusion constante entre lui et son double littéraire. C'est pour ça que j'ai parlé aussi d'autofiction. Qu'il maîtrise enfin. Son double littéraire, il le maîtrise en fait moins bien qu'il ne semble le croire, car en filigrane, et probablement plus ou moins volontairement, apparaît par moments une véritable détestation de lui-même. Alors, on se retrouve par moments une détestation de lui-même, par moments il s'adore, par moments il se trouve génial, par moments il se trouve nul. Je cite, page 165, « J'étais encore un préadolescent, j'étais voleur et voyeur, je me dirigeais droit vers un rendez-vous brûlant avec une femme profanée. » Parce qu'il a été très longtemps voyeur. C'est-à-dire que la nuit, il grimpait sur des endroits près des fenêtres et tout ça, et il regardait ce qui se passait dans les maisons. Alors, venons-en au meurtre insoutenable de la mère qui a été suivi de son autodestruction. Le récit du meurtre, Jean Elroy, de son vrai prénom Ginevra, infirmière travaillant en entreprise, s'était réfugiée dans une banlieue plus ou moins douteuse de L.A. chez des gens moyens afin de se séparer de son mari. Femme sérieuse la semaine, mais s'alcoolisant discrètement, elle sortait le week-end dans les boîtes de nuit, elle draguait, elle avait des rapports sexuels avec n'importe qui, jusqu'à ce qu'un samedi, on la découvre près d'un lycée à moitié nue. Je cite, « La femme ne portait pas de combinaison, de gaine ni de culotte. Sa robe était remontée au-dessus des hanches. Pas de dessous ni de chaussures. Un seul bas entortillé en plis autour de la cheville gauche. Contusion et petite lacération à l'intérieur des cuisses. » Ça, c'est page 15. Vous remarquez, comme ça a l'air froid et tout, la description, avec les petits détails finaux, contusion et petite lacération à l'intérieur des cuisses. Dès les premières pages, nous découvrons un obsessionnel étouffant. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec lui à cause de ça. N'épargnant aucun détail, répétant sans arrêt les mêmes choses, nous enserrant dans le filet de ses obsessions. Dans un autre ouvrage à visée autobiographique qui s'appelle Destination Morgue, qui est paru chez Rivage en 2004, il reprendra donc son thème, la mort de sa mère, avec les mêmes phrases acérées, semblant par moments non pas tant se plagier que se recopier lui-même. Et le processus est constant. Par des séries de déplacements, de changements, même si cela peut paraître différent, il ne raconte que ça. Ça, c'est la mort de la mère. Deuxièmement, après la mort de sa mère, le jeune Elroy vit avec son père dans un monde sale, fécalisé. En quelque sorte, il était dans une sorte de bonne répugnante à L.A., et il cohabitait avec un chien qui était incontinent. C'est l'horreur. Tout est dénué de tout système de valeurs, dans un laisser-aller physique et moral dont il
ne nous épargne là aussi aucun détail. C'est un enfant laissé à l'abandon de toute évidence. Troisièmement, et c'est là qu'on va atteindre tous les rapports entre future créativité, mais pathologie extrêmement lourde. Il commence une incroyable descente aux enfers. Il ment, il fugue, il se dit nazi, et il arbore tous les insignes à l'école des nazis, et il se dit antisémite. La sœur de sa mère, qui l'entretient financièrement, lui insinue que son père est l'assassin de sa mère. Or, l'enfant sait très bien que c'est tout à fait impossible, puisque son père était avec lui au moment où on a assassiné sa mère. Alors, c'était quand même le meilleur des... Parallèlement à ce brillant contexte, il se repaît de lectures et de rapports sur des morts violentes de femmes. Et je ne sais pas où il les trouve, à la bibliothèque, je crois, des commissariats, mais il lit tous les rapports sur les meurtres des femmes. J'avais 13 ans, je cite, « J'avais 13 ans, des femmes mortes me possédaient. » Tout en ajoutant froidement dans un éclatement narcissique, page 97, « L'éducation scolaire était inutile, j'étais destiné à devenir un grand romancier. » Quatrièmement, donc il commence vraiment la dégringolade. Il s'engage alors dans l'armée pour échapper à son père. C'était, je crois, en pleine guerre du Vietnam. Mais il ne supporte pas du tout l'armée, évidemment, et il se fait réformer. Il est donc libre, mais son père est gravement malade. À ce moment, il se décrit antipathique, menteur, hâbleur, voleur, même mis en prison. Il joue tant pour lui-même que pour les autres la psychose. Mais là, ça va être un des gros problèmes. Il joue la psychose, il est borderline, il joue tant pour lui-même donc que pour les autres la psychose, mais à mon sens, moi je le mets borderline, parce que je ne sais pas si un psychotique pourrait arriver à une réussite telle que la sienne. Intellectuellement, il affirme, ouvrez les guillemets, « Le crime restait mon obsession dominante ». Puis il devient alcoolique. Puis il devient voyeuriste et la nuit, il sort pour regarder par les fenêtres des jeunes filles. Et puis, il vit une longue période de voyeurisme où il s'introduit dans les appartements de jeunes filles qu'il avait plus ou moins vues au lycée. Et puis, il se met à voler des sous-vêtements féminins. Il vole beaucoup de petites culottes. Puis, il devient SDF. Et hop, là, alors là, il est à la rue. Et il grimpe encore un échelon dans la déchéance par la toxicomanie, et il s'apprend à avaler des inhalateurs contenant de la codéine et de la benzédrine. Alors, ce que j'ai compris, Maurice, c'est qu'il avalait, il ne s'aspergeait pas, il avalait l'inhalateur avec. J'ai lu et relu, et il dit toujours, il avale l'inhalateur. Il prend le produit et il avale tout. Et il demeurait inconscient pendant des heures, il planait pendant des heures, et il se fait arrêter par la police. Ça devait quand même tôt ou tard arriver. Et il s'admoneste comme pour vaguement se constituer un surmoi. Mais je ne sais pas si c'est un surmoi ou si c'est une méthode pour survivre. Alors je cite, « T'es grand, mais t'es pas un dur. T'as commis des délits, mais t'es pas un vrai criminel. Fais gaffe à ta manière de faire. Fais gaffe à ce que tu dis. Sois prudent, sois calme. Serre les dents pendant 20 jours. » Il avait été condamné à 20 jours de prison. Page 228. Alors, est-ce que c'est un surmoi ou est-ce que c'est un processus de survie je ne sais pas trop. Et vous croyez qu'il était en bas? Pas du tout. Il continue encore de sombrer. Il continue encore de descendre. Tout est allé avec une logique destructrice. Page 236. Alors, à ce moment-là, il est à l'alcool toute la journée, plus des amphétamines à forte dose, plus les inhalateurs à la codéine et à la benzédrine qu'il avalait avec... Bon. Et puis, il se met à avoir des hallucinations, ce qui, je pense, n'est pas pour nous surprendre. Il entend des voix, et ça, cette histoire des voix, je vous dirai plus tard, je crois qu'il y a eu un devenir de cette histoire. Et puis, il entend des voix, et ce, pendant 5 ans, ce qui est quand même pas une plaisanterie, hein, il entend des voix pendant 5 ans. Puis, il est atteint de 2 pneumonies avec hospitalisation. Puis d'une première crise de délirium très mince, combattue en cachette de l'hôpital par de l'alcool. Il devient cachexique, comprend qu'il est en train de mourir et qu'il a 27 ans. Vous
vous avouerez que quand même, c'est une belle descente, hein, aller jusque-là. À ce moment-là, il est pris en charge par Alcooliques Anonymes. Et tout cela en étant toujours SDF. Sa toux empire, sa toxicomanie également, et ce tableau finit par le conduire à des troubles neurologiques gravissimes. Perte du langage, perte de la mémoire. Je cite, il dit « Mon cerveau était mort, le tout avec de surcroît un abcès au poumon ». Le diagnostic posé par l'hôpital est syndrome cérébral post-alcoolique. Il est enfin saisi de terreur, parce que tout d'un coup, il se dit quand même, mais où je vais comme ça? Il est saisi de terreur et il va faire un marché avec Dieu, parce que Dieu a un rôle dans cette affaire-là des républicains un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. Il est enfin saisi de terreur et il fait un marché avec Dieu. S'il survit, il fait des promesses à Dieu, si Dieu le laisse en vie, lui, il sera vertueux, si j'ose dire. Il commence à s'en sortir avec Alcooliques Anonymes, mais ne peut s'empêcher de rechuter. Alors quand il arrête l'alcool, il se défonce toute la journée. Il fume du matin au soir. J'étais tout le temps défoncé. Finalement, après sa prise de conscience que continuer ainsi, c'était mourir dans de brefs délais, il tente un retour à la normale, et c'est ça qui va le sauver. Il devient, figurez-vous, caddie de golf. Et donc, il est constamment à l'air, mais il est quand même SDF. Hein. Mais il est caddie de golf, et il va faire le bilan suivant. J'avais presque 30 ans, c'est page 252 de Ma part d'ombre. J'avais presque 30 ans, je voulais faire des choses, je ne volais plus, je n'éprouvais plus de désir luxurieux pour ma mère. J'avais récupéré mon cerveau en prêt permanent garanti par Dieu ou d'autres sources cosmiques. Je n'entendais plus de voix, je n'étais plus aussi foireux que je l'avais été, et je n'étais pas un être humain civilisé. Ça, c'est quand même une déclaration, je n'étais pas un être humain civilisé. De m'entretenir à la marijuana m'avait bien étoffé physiquement. Je mangeais beaucoup, je trimballais des sacs de golf, mais j'étais tout le temps défoncé. Les femmes me trouvaient un peu effrayant, ce que je veux bien croire. J'étais affamé, je voulais de l'amour et du sexe, je voulais donner mes histoires mentales au monde. C'est le bilan qu'il fait à 27 ans. Compensation ou pas, il se livre alors à des débauches sexuelles et le seul fantasme, je cite, qui persistait encore était cette histoire dont je savais qu'elle était un roman. C'est-à-dire cette histoire, le meurtre de sa mère dont je savais qu'elle était un roman. Bon, ayant touché le fond de la piscine, il donne un coup de pied pour essayer quand même de remonter un peu. Dans un effort de maîtrise apparaît la créativité par la nécessaire mise en œuvre d'un processus de déplacement. Je crois que c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup dit. Elroy lit constamment des récits de crimes. Il passe son temps à lire. Hein. Et bon, vous me direz que quand on trimballe des caddies de golf, peut-être on a le temps, je ne sais pas. Mais il lit constamment des récits de crimes véritables. Et en 1978, il écrit 3 romans policiers. Il a toujours su qu'il serait écrivain. Ces 3 romans policiers sont publiés, mais n'ont pas beaucoup de succès. Il cherche vraisemblablement à comprendre, à se comprendre, et soudain, il découvre dans les comptes rendus des meurtres faits par la police de LA un texte qui créera chez lui une fascination morbide et une fixation qui demeurera toujours. Donc, il lit sans arrêt, parmi les textes, il lit les récits de meurtre, et il en trouve un qui le fascine, mais de façon extraordinaire. C'est l'affaire dite, je pense que c'est celui le plus connu de tout, c'est l'affaire dite, il a été traduit, je ne sais plus en combien de langues, des millions d'exemplaires, enfin c'est incroyable, c'est l'affaire dite du Dahlia noir. C'est un des meurtres devenus paradigmatiques, aussi étrange que cela paraisse, ce mot dans ce contexte. Ah oui, Le Monde disait cette semaine que c'était un mot qu'il ne fallait plus employer, alors exemplaire, je vous dirais. C'est un meurtre devenu exemplaire,
à L.A., ville vivant constamment et toujours dans un climat de violence délétère totale. Il joue également dans cette fixation le fait que, comme pour sa mère, ce crime n'a jamais été résolu. Ça, c'est une chose très, très importante. Ni le meurtre de sa mère, et là nous sommes 60 ans après, je sais qu'ils sont encore en train de chercher, parce que je vais finir par vous avouer que j'ai quand même eu une source secrète qui fait que j'ai des informations qui ne sont pas obligatoirement dans les bouquins. On est toujours en train de chercher qui a assassiné le Dahlia noir, qui a assassiné sa maman, et on n'a toujours rien trouvé. Mais le récit qu'il fait du Dahlia noir, après avoir recensé des quantités d'autres crimes, et dont je vous donne un court extrait, est à donner la chair de poule. Alors, je m'excuse, âme sensible s'abstenir, parce que vraiment, c'est quand même très, très violent. C'est page 168. Mais je crois que pour que vous compreniez, pour que vous compreniez qui est Elroy et comment il s'en est sorti de cette histoire, il faut lire le récit du meurtre du Dahlia. Parce que le tueur du Dahlia noir, qui était une jeune fille de 20 ans, très très jolie, j'ai vu une photo, elle est très jolie, le tueur du Dahlia noir savait ce que lui ignorait. Il comprenait la mutilation comme un langage. Il a assassiné une belle jeune femme, s'assurant de ce fait une célébrité anonyme. J'ai lu le compte-rendu de l'affaire Dahlia noir qu'avait fait Jack Webb, et j'ai plongé au plus profond, emporté par mes émotions. Le Dahlia noir était une fille du nom d'Elizabeth Short. Son corps avait été découvert dans un terrain vague en janvier 1947. L'endroit où son cadavre avait été largué se situait à 6 km au sud de mon appartement. Elizabeth Short, alors c'est horrible, avait été sectionnée en deux au niveau de la taille. Elle était en 2 morceaux. Le tueur avait récupéré le corps jusqu'à le laisser d'une propreté impeccable, puisqu'il avait entièrement lavé le corps et lavé tous les organes, puis ils les avaient remis en place et il l'avait placé à 5 cm d'un trottoir, les jambes écartées. Il a torturé cette femme pendant des jours, il l'a battue, il l'a tailladée à l'aide d'un couteau affûté, il lui a écrasé des cigarettes. Bon. Les souffrances d'Elizabeth Short ont été horriblement prolongées. Elle a été maltraitée, violentée, terrorisée d'une manière systématique. Le tueur avait fouillé, sondé ses organes internes, il les avait arrangés post-mortem. Le crime était l'expression d'une folie misogyne pure et donc mûre pour des interprétations erronées. Bon, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même relativement hard. Horreur des horreurs. Il trouve là pire que le destin de sa mère. Et d'où d'ailleurs une idée que j'avais qui était fausse, je n'avais pas lu ces textes. Moi je croyais, et je ne suis pas la seule, que le Dahlia noir c'était sa mère, mais pas du tout. Le Dahlia noir était une autre dame qui avait été, jeune femme, très très jeune, elle avait 18 ans, qui avait été assassinée plusieurs années auparavant. Betty Short est devenue mon obsession. Et le substitut symbiotique, le traducteur dit symbiotique, moi je pensais que c'était symboliquement, enfin, et le substitut symbiotique de Geneva Illiker Elroy, c'est-à-dire de sa mère. Et il compare Betty Short et Geneva, jetés les deux aux ordures, ivrognes et prostituées. Il analyse le fait qu'à cette époque, son obsession était explicitement pornographique, que son imagination suppléait aux détails omis, et il ajoute « Mes efforts d'explication étaient totalement inconscients ». Il se raconte indéfiniment les 2 meurtres, et il a cette réflexion d'écrivain. Donc, dans l'après-coup, mes récits de mort étaient dénués de toute ligne narrative. S'il n'a pas suivi les cours en fac pour savoir comment est-ce qu'on fait une ligne narrative, ça, à mon avis, il a suivi des cours en 12 derrière, mais il ne les avoue pas trop. Donc, mes récits de mort étaient dénués de toute ligne narrative. Si nous nous laissons aller associer, on peut penser que ces 2 morts atroces renvoient aux éléments de la constitution d'un mythe. À tous ces héros mythiques, s'entretuant, moi, c'est horrible quand on lit ça. Mais quand on lit les Atrides, quand on lit Médée tuant ses enfants, quand on lit
Hercule brûlant dans sa tunique, mais c'est horrible aussi, tout est absolument horrible. Donc il y a bien tous les éléments de réunion d'un mythe, où tout le monde peut se reconnaître et en même temps avoir la même peur et la même angoisse. L'horreur, la mort violente est contextuelle au mythe et résonne dans notre inconscient. Ce Dahlia noir, elle a été romantiquement nommée, c'est pas lui qui l'a nommée, c'est un journaliste qui l'a nommée ainsi parce que elle était toujours vêtue de noir. Mais je répète, elle était très très jolie. J'ai vu une photo, elle était ravissante. Ce Dahlia noir, elle était toujours vêtue de noir, et il va devenir l'objet de tous ses cauchemars et de toutes ses obsessions et fascinations. Et dans ce ressassement continu, il va passer, à mon avis, c'est l'articulation avec la créativité. Il va passer d'un corps à l'autre. Et ce qu'il ne pouvait pas écrire sur sa mère, il va l'écrire sur le Dahlia. Donc d'où le fait de cette erreur que j'ai entendu dire par plusieurs personnes, le Dahlia noir, c'est l'histoire de sa mère. Pas du tout, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Alors il a déplacé l'histoire de sa mère sur l'histoire du Dahlia. Un début de processus de détachement de l'objet va se faire par un déplacement sur du semblable. C'est-à-dire, elle est assassinée, c'était horrible, le tueur est inconnu. Mais l'une est sa mère et l'autre l'est pas. Il ne l'a jamais vue. Il pourra alors prendre de la hauteur, se dissocier artificiellement par le biais de l'écriture, de sa fascination-répulsion, de son ambivalence pour cette mère tant adorée que haïe. Et faute de pouvoir magnifier sa mère, d'oser savoir le faire, le déplacement opérant, il écrit en 1988 Le Dahlia noir, l'histoire de sa mère, qui n'est précisément pas l'histoire de sa mère. Et qui est encore, si j'ose dire, pire que celle de sa mère. Et ce livre dédié à sa mère la ressuscite comme par magie. C'est la création, à partir d'une destruction créatrice d'un livre culte reconnu dans le monde entier. J'ai perdu les chiffres, parce que je veux dire, j'avais les chiffres, ils sont hallucinants. C'est un livre qui a été traduit dans toutes les langues possibles et imaginables. Toutes les langues. Mais quand même, moi je trouve ça fascinant pour une histoire horrible comme ça. Pardon ? Il finira quand même des années plus tard par écrire directement sur sa mère, Ma part d'ombre, là c'est sa mère, avec même la photo de sa mère en couverture. Dans une assomption aimante, si dure à vivre, l'amour qu'il a pour sa mère, qu'une part importante de l'ouvrage, dans sa recherche, est consacrée à des descriptions de meurtres et dans la recherche des meurtriers. Autre chose que sa mère, il y a des paragraphes entiers sur tous les meurtres qu'il y a sur l'autoroute de Los Angeles. C'est palpitant, hein, c'est ennuyeux à mourir. Qu'on appelait l'autoroute des cadavres. Alors, la question qui se pose, c'est la question, y a-t-il ou pas sublimation ? À partir d'un trauma d'une intensité exceptionnelle, la mise en écriture relève-t-elle d'un processus de sublimation ? En tant que psy, quand même, je me dois de poser la question. Ellroy a été confronté son enfance durant à des processus de destructivité primaires. D'abord le crime à proprement parler, puis sa non-éducation par un père totalement immature dans une ville pervertie par les gangs et les mœurs en général. Met-il en action une destructivité secondaire dans sa façon d'écrire cette violence exacerbée ? Je ne sais pas. Son éditeur, François Guérif, m'a dit qu'il a conçu un style suffisamment spécifique pour être reconnu. Alors, c'est là, par rapport aux policiers, aux romans policiers, qu'on doit être vigilant. Time Magazine, en 1995, pour le livre American Tabloid, l'a reconnu pour meilleur roman de l'année, enfin l'équivalent du concours, et en 1996, pour Ma part d'ombre, dont je vous lis, meilleur essai de l'année. Il est considéré comme un des plus grands écrivains, si ce n'est le plus grand écrivain américain vivant.
vous remarquerez le changement de ton que j'ai entre le paragraphe que j'avais il y a 10 minutes et maintenant. C'est dire que nous ne sommes pas dans une violence absurde telle que pourrait tenter de la recréer un pervers narcissique, mais dans une élaboration reconnue par l'ensemble des professionnels. Ellroy, alors là c'est un secret, mais bon, a été analysé et serait encore en analyse. Enfin, c'est son éditeur qui m'a dit ça il y a 2 ans, 1 an et demi. On ne sait pas trop, mais enfin, en tous les cas, c'est un bon client pour nous. Hein. Décrivant les épouvantables conditions de vie de son enfance, Ellroy ajoute « Rien de tout cela, je cite, « Rien de tout cela ne me tracassait. Les livres étaient mes stimuli et m'offraient un dialogue sublimé sur la mort de ma mère. Je possédais cette capacité tenace et paisible d'exploiter ce que j'avais. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de cette phrase. Hein. Rien de tout cela ne me tracassait. Ma mère a été assassinée, je raconte que des horreurs, ça ne me tracasse pas. Les livres étaient mes stimuli, donc ils me coupent du réel. Et m'offraient un dialogue sublimé sur la mort de ma mère. Donc il cherche à passer. Je possédais cette capacité tenace et paisible. Et ce mot de tenace et paisible, j'avais trouvé ça quand même un peu fort de café, parce que pour tenace et pour paisible, c'est pas vraiment ça. Sublimé, tenace, paisible, quel étrange terme dans ce contexte. Alors, si l'enseignant reprend en moi, je vous dirais, la pulsion de destruction est détournée vers un but non sexuel et valorisé socialement, c'est bien ça la sublimation. Hein. C'est la pulsion détournée détournée de son but et ramenée à un autre but socialement valorisé. Alors, sa pulsion de destruction est détournée de l'autodestruction qui avait prévalu dans un premier temps, et même assez longtemps. D'autre part, les représentations de mots semblent avoir pris le pas sur les représentations de choses. Nous savons tous que les représentations de choses sont dans l'inconscient, les représentations de mots dans le préconscient. Et il semble que ce passage de l'inconscient au préconscient lui a permis quand même de pouvoir, je ne dirais pas gérer, mais de pouvoir exploiter et refuser, si vous voulez, ces images atroces qui le hantaient. Bien sûr, quel est le rôle joué là-dedans par la toxicomanie, doublée d'un commerce constant avec les livres dans l'écriture de ses traces psychiques? Son éditeur m'a confié aussi qu'il n'écrit qu'en caractères majuscules à la main, c'est-à-dire il écrit en bâton. Et on réfléchissait, lui et moi, sur pourquoi il écrit comme ça en bâton, et quelle est l'importance de la lettre sur la chose. Et du coup, ça m'évoque cette citation de Lacan que j'aime beaucoup, le mot est le meurtre de la chose. Et dans ces cas-là, est-ce que c'est le meurtre du meurtre? L'impression à lecture est celui de l'accession à la subjectivité par un effort présumé d'objectivité. Il a pu atteindre sa subjectivité par un effort présumé d'objectivité, parce que sa subjectivité, elle était noyée. La mort de sa mère est-elle l'horreur, celle décrite dans le Dahlia, ou celle des souvenirs présumés de l'enfant? Ça, on ne saura jamais. Ne s'est-il pas mis en place un processus de sublimation qui, sur les représentations traumatogènes, et avec l'aide du système de défense mis en place par la lecture, et faisant fonction d'éloigner de ces représentations, a permis de placer des mots sur ces images? Ma phrase, elle est un peu longue. Hein. Vous l'avez... Elle est claire ou... Je la relis quand même, parce que... vous savez, l'habitude des cours, quand on voit les gens un petit peu le nez en l'air, on se dit, ça y est, la phrase n'est pas bonne. Ne s'est-il pas mis en place un processus de sublimation qui, sur les représentations traumatogènes, et avec l'aide du système de défense mis en place par la lecture, et faisant fonction d'éloignement de ces représentations, a permis de mettre des mots sur ces images horribles. C'est ça, mettre des mots sur ces images horribles. Cela ne suffit pas dans un premier temps. Il lui fut nécessaire d'employer comme défense le déplacement, surtout, du Dahlia. C'est ça son génie. C'est d'avoir pu raconter le meurtre de sa mère à travers l'histoire du Dahlia. Parce que s'il n'était pas tombé, enfin, vous me direz, cet idiot dirait si ceci et si cela, mais enfin, s'il n'était pas tombé sur le meurtre du Dahlia, aurait-il pu? Je ne sais pas.
Donc, il a exacerbé son système sadique, mais il a pris aussi du recul. Parce que n'oublions pas que le meurtre du Dahlia est bien pire en horreur, si je puis dire, que le meurtre de la mère. Ce roman fut écrit dans un sous-sol. On pourrait croire qu'il l'a écrit à New York. Pas du tout. Il l'a écrit dans un sous-sol chez une veuve près de New York, loin de L.A. Et cependant, son éditeur me disait dès que son éditeur est allé le voir à Los Angeles lors de la première parution par rapport au Dahlia, son éditeur, c'est François Guéric de chez Rivage, la première chose qu'a fait Elroy, c'est quand même significatif, il y avait plus de 20 ans qui étaient passés, 25 ans peut-être, je ne sais plus. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il l'a pris par la main tout de suite sur un taxi et il est allé lui montrer l'endroit où on avait trouvé le corps de sa mère. Quand même, 25 ans après, lui montrer ça en premier, alors, qu'est-ce que c'était? La topographie du lieu, un lieu de culte, une adoration à la fois filiale et incestueuse. Parce qu'à propos d'inceste, on va quand même évoquer la sexualité. L'initiation au plaisir, si on peut l'appeler ainsi, aura lieu sur le mode symbolique et sexuel. Lors d'un voyage au Mexique avec sa mère l'avait emmené au Mexique pour le consoler d'une angoisse qu'elle avait elle-même suscitée. Elle lui a dit un jour, par jalousie, « Tu sais, ton père a un cancer. » Et son père n'avait rien du tout, il se portait comme un charme. Et il a eu tellement peur que finalement sa mère, pour le consoler, l'a amené voyager au Mexique. Et il s'est baigné dans une piscine pas propre et il a eu une otite terrible. Et il souffrait affreusement. Et sa mère, qui était infirmière, face à la douleur, n'a pas hésité à le droguer. C'est-à-dire, mère terrifiante, droguant son petit garçon, il avait 8 ou 9 ans, par un plaisir qu'elle connaissait et dont elle savait tout le danger. Inceste de fait consommé par la médiation d'une ampoule de morphine. En fait, il y a eu quelque chose qui est passé de elle à lui par une ampoule de morphine. C'est son premier shoot. C'est celui qui va devenir un toxicomane invétéré pendant des années. Cela sera suivi de plusieurs années de masturbation compulsive dans une angoisse relationnelle fondamentale. Ces relations aux femmes sont étranges, je l'ai déjà dit. Il les représente démantibulés en morceaux. Leur corps semble un palimpseste de toutes leurs blessures vitales. Aucune sauvegarde n'est possible. À part cela, son autobiographie montre des positions républicaines très réactionnaires. Il y avait des moments où j'avais l'impression de lire Sarah Palin, et ce n'est pas un compliment. Son autobiographie est dédiée donc à sa seconde épouse, qu'il adore, mais bon, maintenant on en est à la 4e, on n'a pas avancé. Cet homme au style incantatoire et d'une obsessionnalité absolue écrit à peu près peu de choses que des romans policiers considérés par ses lecteurs comme des chefs-d'œuvre. Et chacun d'entre eux porte la même trame, l'assassinat de sa mère. Et puis voilà que moi je pensais que c'était fini. Et voilà qu'en janvier 2011 paraît une fois de plus un écrit autobiographique dédié à sa 4e compagne officielle qu'il adore, mais dont j'ai appris toujours par mon oreille qui traîne, qui s'en est déjà séparé, je crois. Et tout le début, la première partie, ne présente rien de nouveau au niveau factuel, si ce n'est une forme d'épure. Vous savez, ça renvoie à une espèce de dessin japonais. Elroy a une passion obsessionnelle pour Beethoven. Quand il a fait le lancement de son livre il y a 2 ans, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu France Inter, France Culture et je ne sais plus qui, ils l'ont tous interviewé sur du Beethoven, parce qu'il a une passion pour Beethoven, donc ces interviews, les 3 que j'ai entendus, on entendait la 9e symphonie, etc. Et il cite Elroy en exergue cette phrase de Beethoven quand il a commencé à devenir sourd. « Je prendrai le destin à la gorge », avait dit Beethoven, et lui s'est dit qu'il était dans la même position et qu'il prendrait le destin à la gorge. Mais l'interrogation demeure. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction illicaire? Le livre s'appelle « La malédiction illicaire ». Illicaire, c'est le nom de jeune fille de sa mère. Du fait, il s'agit, me semble-t-il, de sa culpabilité et du châtiment qu'il s'est auto-infligé pour avoir souhaité la mort de sa mère, et puis sa joie, le bonheur qu'il serait censé avoir éprouvé quand la police lui a annoncé la mort de celle-ci, son meurtre, à l'idée qu'il vivrait désormais chez son père. Il se considère comme responsable de la mort de sa mère. Les gens forgés a posteriori, je ne sais pas, parce qu'il a quand même 70 ans, je crois.
Après le récit de toujours les mêmes souvenirs, Elroy, dans l'épuration analytique qu'il en fait, commence non pas tant à comprendre qu'à affirmer. La source de ma volonté était et reste encore ma capacité à tirer parti du malheur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça vous rend coupable. Vous tirez parti du malheur, vous devenez riche, milliardaire, écrivain archi-connu, etc., parce que votre mère s'est fait assassiner de façon horrible. Ça passe quand même pas tout à fait. Terrible aveu, mais typiquement américain, bi-positive. Et transformer en positif pour soi le malheur des autres, qui semble même l'origine de sa souffrance, d'où probablement ce fantasme d'objectaliser les sujets de ses récits au détriment de la réalité de toute compassion. Il fait de l'horreur de ce qui est arrivé à sa mère un bénéfice pour lui sur tous les plans, financier, narcissique, célébrité, et il se traite de fils dépravé à la piété perdue, chercheur entêté que rien ne peut racheter. À cette aptitude à tirer parti de tout s'ajoute un manque réel d'information. Le fantasme n'est pas le réel, et on peut se demander si, je me suis posé la question de savoir si le voyeurisme qui a été le sien pendant des années, c'était pas lié au fait qu'il connaissait pas du tout une vie normale. Donc il regardait la vie des gens normaux par les fenêtres. Il y avait bien sûr toutes sortes de sexualité avec les petites culottes et tout, mais il regardait ce qui se passait chez les autres, chez les gens normaux. Ça avait peut-être pour fonction, ce voyeurisme, de lui fournir des représentations des milieux auxquels il était en fait totalement étranger. En conséquence, le futur écrivain, il prenait des notes. J'étais sourd au monde réel, écrit-il. Face à ces obsessions sexuelles dévorantes, toujours dans son irréalité voyeuriste, il écrit « Il n'y avait pas de femmes, elles étaient toutes dans ma tête, d'où l'idée de les toucher, par procuration, sans laisser de traces, ne proclame pas ta profanation », écrit-il. Il a profané sa mère. Pour finir par prendre conscience, ma conviction a posteriori, l'art et ce dialogue avec les esprits inaccessibles. Est-ce que vous parvenez à saisir afin de pouvoir écrire ? Donc l'art et le dialogue avec les esprits inaccessibles. Cela faisait 21 ans et 6 mois que Ginny Licker était morte. Ma première remystification avait démystifié la malédiction « J'étais heureux ». Et il écrit un livre à succès qui dénonce le mythe de sa propre responsabilité sur la mort de sa mère. Mais en fait, l'histoire, et je terminerai là-dessus, mais en fait, l'histoire est moins simple qu'il n'y paraît. J'ai mis un certain temps avant de coincer, de voir un passage qui réarrivait régulièrement dans tous ses bouquins. Il écrit dans toutes ses autobiographies qu'il restait des heures dans le noir, étendu sur son lit, attendant parfois que le téléphone sonne, les yeux fermés. C'est un besoin. Alors, la question qu'on s'est posée avec des collègues avec lesquels je discutais, est-ce que ce n'est pas des hallucinations ? Son éditeur pense que oui. Il y a des moments où il est envahi par les hallucinations, alors il se met dans le noir, toute porte fermée, toute fenêtre fermée, et la seule chose qui pourrait le raccrocher au réel, c'est le téléphone, qui ne sonne pas. Assujetti à ces hallucinations, victime même, il les contemple et les enserre dans le filet de ses mots, seule méthode pour les supporter. D'où vous vous rappelez, au début, il avait dit qu'il avait des hallucinations, qu'il avait des tas de problèmes. Eh bien, je me demande si elles ne sont pas restées là. Ce qu'il décrit comme la réalité la plus crue, la plus violente, en apparence totalement calquée sur le réel, n'est aussi figurative, à mon avis, que parce qu'elle reprend les hallucinations qu'il cherche dans ses séances dans le noir, qui dupliquent le réel, mais un réel décodé par lui, son réel. Par exemple, il a écrit une trilogie sur l'histoire américaine, Underworld USA. Il crée autour des personnages historiques. La réalité, c'est ma réalité, nous dit-il, et nous le lisant, nous pensons que cette violence est objective. Dans sa tournée de promotion, il n'a fait qu'affirmer que son obsession était une obsession des femmes et non la fascination du meurtre de sa mère. À 70 ans, il prétend qu'il en décolle. À mon avis, il n'en est rien. La malédiction et surtout le récit des amours de Elroy, c'est d'ailleurs le moins intéressant. Il a eu des vies, alors il raconte ses visions prémonitoires, il les a vues en rêve, et il discourt avec Dieu, parce qu'il est absolument digne du président Bush.
Au moment où je travaillais là-dessus, j'étais en train de corriger un travail sur Schreber. Il m'a semblé qu'il y avait des ressemblances entre lui et Schreber. Cet homme qui fanfaronne beaucoup a une fragilité psychique des plus importantes et qui se soldera par une dépression nerveuse gravissime en 2002, où il s'est écroulé dans les bras de son éditeur à Paris, qu'ils ont apprécié modérément, qui le reconduira à une addiction médicamenteuse et un nouvel amour dont il crie le véritable patronyme dans le monde entier. Alors la suite, dans 2-3 ans, je reviendrai faire une conférence. Merci. Bien, merci beaucoup Gisèle pour cette intervention qui croise biographie et œuvre, surtout chez un auteur qui l'a lui-même croisé avec beaucoup de complaisance, beaucoup trop de complaisance pour moi. C'est-à-dire que je ne crois pas tout à fait à ce qu'il raconte, quoi. Qu'il y a beaucoup d'hystérie et de construction à l'américaine, que sa vie est un roman et qu'il raconte beaucoup d'histoires. Si cette option... Une petite parenthèse, oui. Toute petite parenthèse, ce texte a été corrigé par l'éditeur, mon texte à moi. J'avais tellement peur d'écrire tout et n'importe quoi, parce que, pour tout vous avouer le grand secret, nous avons le même éditeur. Alors, c'est comme ça que j'ai été amené à voir, quand j'arrivais chez Payot et Rivage, c'est la même maison, et que 2-3 fois, j'ai vu tout le monde dans l'air, il y avait un événement, là, c'était extraordinaire. Il y avait Elroy qui était là, et c'était même pas la peine de rester, il fallait filer et laisser tout le monde à genoux devant le grand homme. Et j'en ai parlé avec son éditeur, et l'éditeur a relu, m'a fait le plaisir de tout relire pour voir si je n'avais pas complètement débloqué. C'est lui qui m'a confirmé que d'après lui, ce sont des hallucinations qu'il a quand il est dans le noir. Lui aussi, il a pensé que c'était des hallucinations. Pardon, excusez-moi. C'est tout à fait possible, mais l'idée, c'est que la discussion puisse s'amorcer. Pour ce qui est de la vérité, ici, on n'en fait pas cas. Oui. Ça ne nous intéresse pas beaucoup. L'important, c'est de parler de nous à travers cet auteur. De fait, James Ellroy, je ne le connais pas particulièrement. C'est pas la question, c'est ce qui nous intéresse. Et on va passer par la biographie avant. Ce qui nous intéresse fondamentalement, c'est ce que tu as développé à un certain moment, c'est d'essayer de pouvoir discuter de la qualité de son écriture. D'accord ? Oui, c'est ça, ouais. On va y arriver. Mais avant d'y arriver, cette qualité d'écriture, pour nous, qui sommes psychiatres, psychanalystes, elle est liée, parce qu'on ne veut pas sacraliser la littérature, elle est liée à la qualité de son histoire infantile, à la qualité de son corps, à la qualité de sa sexualité, à la qualité de... Bon. Par exemple, la phrase de Lacan sur le mot qui tue la chose, oui, chez lui c'est tout à fait vrai. Il a, ce garçon, une écriture clinique quasi médico-légale, même sténographique, qui est devenue son style, mais qui pour nous, psychiatres, en tout cas moi, reflète d'abord et avant tout que le mot doit tuer la chose, c'est-à-dire qu'il doit tuer l'émotion, qu'en effet, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'affect, que l'alexithymie est là présente pour barrer la possibilité qu'un affect puisse émerger et que le glacé, le froid, le lisse, le technique, le médico-légal, l'excessivité des détails, la saturation de la scène du crime sont là d'abord et avant tout dans un point de vue économique pour éviter l'affect de surgir. S'il commence à pleurer sur sa mère morte, on ne va pas en finir. Il n'y a pas du tout de lacrymal, il y a la défense contre. Et que oui, de temps en temps, avec cette phrase en italique dans Ma part d'ombre, et puis beaucoup dans le Dahlia noir, de temps en temps, il se lâche, et là, c'est un point de vue, et ça se discute, c'est comme un certain nombre d'auteurs américains, c'est-à-dire c'est très lyrico-cucu, quoi. Cucu, très infantile. C'est pas un jugement de valeur, c'est sur l'esthétique, c'est qu'il soit il est dans l'excès dans tout. Il est dans l'excès du lyrisme infantile avec ce poème à sa mère, qui est très touchant, mais qui est le fait d'un petit garçon qui témoigne de son chagrin à sa mère, et il est dans l'excès par l'excès de stylisation
abrupte, dure, lisse, froide, pour éviter que l'affect ne le submerge. Et quand il le submergera avec la dépression de 2001, il a failli lisser sa peau et il est revenu à ce qui a été sa solution pendant tout un temps, c'est-à-dire l'ensemble des toxicomanies, même si c'est sa mère qui l'a initié. C'est-à-dire que les toxicomanies dont tu parles, qui sont l'alcool, les toxiques, la bécotide, la morphine, il a tout essayé, et même la violence nazie, avec les groupes néo-nazis, la délinquance. Bon. Toutes ces addictions sont secondaires, sont à comprendre, me semble-t-il, comme une tentative de s'embrumer, de s'enivrer, de s'annihiler pour essayer de tenir par rapport à un chaos intérieur qui était en train de désorganiser avec un risque de dépression majeure. Et j'en viens à ce qui m'apparaît essentiel, après être passé par la clinique, je crois, moi, que quand il dit je ne supporte pas de tirer parti du malheur, je gagne du fric sur ma mère, non. C'est là qu'il me touche moins, c'est-à-dire que le plus grand... Je reviendrai là. Le premier toxique, la première addiction, c'est la masturbation. Et là, la masturbation compulsive, on sait ce que ça veut dire. C'est une masturbation de remembrement pour essayer de se tenir par rapport à des fantasmes pornographiques où on se retrouve sur la scène du crime avec sa mère, l'inceste. Bon, très bien. Après cette masturbation compulsive, quand ça ne tient pas, quand ça ne suffit pas, tu as toute la suite des toxiques qui vient. Il y a une belle suite. Ensuite, il y a la dépression. Et ensuite, tu as, et là, on ne sait pas, cette frénésie créatrice, cette folie obsessionnelle de faire toujours le même roman, avec toujours le même style, et qui est une frénésie, c'est-à-dire que le plus grand shoot, c'est de se shooter au malheur. Que le chagrin est une drogue dure, que le vice est l'érotisation du chagrin, et que l'aménagement pervers, c'est la sublimation. Il n'y a pas de sublimation, non. C'est un aménagement pervers. Il n'y a pas de sublimation. Non, je ne crois pas. En fait, c'est un point de vue. Hein. Oui, mais non, mais je ne sais pas. Il y a des aménagements pervers, pour essayer de tenir un chaos intérieur par une drogue qui s'appelle la littérature, dans cette frénésie créatrice d'écrire le même roman, qui est du même niveau que les autres toxiques, sauf qu'elle aboutit à une reconnaissance sociale universelle et que ça donne une autre ampleur. Mais pour moi, c'est toujours un procédé toxique chez lui. Son écriture même, ou ses scénarios de films, sont toujours dans le même moule, le même modèle obsessionnel, bon, qui va jusque dans les détails, etc. Bon, j'en viens à l'essentiel, pour moi, et qui me touche, et c'est là où il me touche, c'est que ce gosse-là revient sur la scène du crime, alors en la déplaçant sur le dahlia noir, Elisabeth Short, bon, très bien. Ceci dit, c'est pas tout à fait vrai ce que tu as développé à un certain moment, c'est-à-dire ce déplacement sur Elisabeth Short dans le dahlia noir, il le fait, mais dans Ma part d'ombre. Ah non, c'est sa mère. Là, c'est sa mère, et voilà ce qu'il écrit sur sa mère, pour vous donner l'importance pour lui de rester au plus près de la clinique médico-légale d'autopsie et pour éviter que l'affect le déborde, parce qu'il y a un événement majeur dans le crime de sa mère, c'est qu'elle a été violée avant, c'est ça qui l'obsède. Le rapport signalait la présence de sperme dans le vagin de ma mère. Il n'était pas fait état de contusion interne ou d'abrasion vaginale. Ma mère avait ses règles. Le médecin légiste avait trouvé un tampon dans son vagin. J'ai vu ma mère morte. La rampe descendait normalement sous le genou. Quelqu'un lui avait remonté au-dessus des hanches. J'ai vu ses poils pubiens. La dernière photo était un cliché d'autopsie. Ma mère était sur le dos allongée sur une table de morgue. J'ai vu son téton gauche déformé. Il ne peut pas dire qu'il a besoin du sang. Il a vu son téton gauche déformé et le sang séché sur ses lèvres. J'ai ouvert le troisième sachet. J'ai vu la robe de soutien-gorge que ma mère portait à sa mort. Je les ai pris en main et portés à mon visage. Je répète, je vais trop vite parce que c'est insupportable. J'ai ouvert le troisième sachet et j'ai vu la robe et le soutien-gorge que ma mère portait à sa mort. Je les ai pris en main et portés à mon visage. Je ne sentais pas son odeur, je n'arrivais pas à sentir son odeur, je n'arrivais pas à percevoir le corps que les vêtements avaient couvert. Je voulais reconnaître son parfum, toucher ses contours. J'ai passé ma robe sur mon visage, j'ai vu le cordon et le bas de nylon, les fibres du cordon à l'endroit où ils avaient cédé autour du cou de ma mère. J'ai mis le bas contre mon visage, j'ai essayé de retrouver le dos de ma mère. Bref. C'est dans Ma part d'ombre? Ah, c'est Ma part d'ombre. C'est marrant, moi j'ai écouté ce passage. Et il fait quelque chose, enfin, ce que je ressens moi, il nous montre de manière obsessionnelle et touchante le besoin, dans ce qu'on appelle l'identification à l'agresseur, d'être celui qui est le dernier qui est resté avec sa mère, fût-il le criminel, pour sentir sa peur, son désir, son angoisse,
comme Georges Perec fantasmait dans une masturbation compulsive qu'il était dans les camps de concentration et qu'il violentait sa mère pendant qu'elle griffait les murs de la chambre à gaz. Cette folie par rapport à ce type de trauma qui oblige par la fascination, l'excitation que la scène traumatique laisse dans la place de l'enfant, le besoin répétitif obsessionnel d'y retourner sur cette scène du crime, d'y jouer tous les rôles, y compris celui le plus essentiel du criminel, c'est-à-dire celui qui, le dernier, a vu avant qu'elle ne se sépare. Et pour moi, de rester dans le noir et d'attendre que le téléphone sonne, je ne sais pas si c'est hallucinatoire, mais c'est un chagrin immense. C'est ce que disait Léo Ferré, la solitude, c'est quand le téléphone ne rappelle pas. Donc c'est d'abord et avant tout un chagrin immense par rapport à l'attente d'un retour qu'il est obligé de faire revenir, mais qu'il ne peut pas ne pas faire revenir sans passer par la scène du crime. Bref, il y a un de ses plus grands livres, qui est le seul qui se dégage de cette répétition du crime, c'est Le Grand Nulle Part. Très joli titre. Il y a derrière cet excès de toxicomanie, de femmes, de mariage, de divorce, de crime, il y a un grand vide, comme toujours, qu'il essaye de combler. Et malheureusement pour lui, il a été un des grands thèmes de James Ellroy, c'est corruption. Il a été corrompu, contaminé par cette scène traumatique de sa mère, et pour lui, l'érotique sera toujours lié à la mort. Il est devenu bataille, il ne peut pas sortir de cette idée-là. Je ne suis pas sûr que dans sa misérable vie, il ne jouisse très longtemps de ses multiples femmes. C'est quelqu'un qui vit dans un village paumé, sans personne, seul. Enfin bon, sa vie n'a pas l'air d'être... voilà. Ils disent qu'il n'est pas sympathique du tout. Hein. Bon, pas ça. Donc voilà, l'idée que d'un point de vue économique, tout ce charivari, tout ce tohu-bohu, toute cette excitation, c'est beaucoup trop. Et quand c'est beaucoup trop, c'est que cette excitation doit calmer une autre excitation, l'excitation liée au meurtre de sa mère et le grand vide qu'il y a autour. L'idée de cette identification à l'agresseur pour être le petit enfant qui retourne avec sa mère et qui est le dernier à l'avoir vu partir. Pourquoi tu ne m'as pas dit au revoir? Ça, c'est Georges Perec. Bon. Le fait qu'avec Ma Pardon, il a fait quelque chose de... Tu ne l'as pas souligné, mais c'était en liminaire. Ce mec-là est fou de douleur, fou de chagrin. Il a pris tout court aussi, peut-être, et il a pris le plus grand détective privé de Los Angeles pour refaire à rebours toute l'histoire sur les traces de sa mère. Sur les deux, voilà. Sur la Dahlia et sa mère. Voilà, ce qui l'intéresse, c'est de revenir sur les traces d'eux pour voir s'il y est. Et à chaque fois, il n'y est pas, et personne ne répond. Donc, ce qui me touche, moi, c'est cet aspect de... Bon, qui est, tu l'as dit à un certain moment, de ressassement, le terme est tout à fait juste, de rémanence itérative du trauma, où ce qui est le plus traumatique, c'est de ne pas y avoir été, quoi, et d'être obligé d'y revenir, sinon on n'y revient pas. Il ne revient pas uniquement pour le plaisir de l'excitation, ça, son adolescence a été passé à essayer de l'éliminer avec la masturbation et les toxiques. Ce qui lui reste, c'est le chaos, le vide, l'absence. Ça va dans ton sens. C'est qu'il y a le voyeurisme aussi. Oui. Il n'a pas vu le meurtre de sa mère, mais il est voyeuriste pendant des années avec... Absolument, absolument. Alors, c'est une caractéristique qu'on connaît assez dans un certain nombre d'écritures. Je reviens à ce qui intéresse Babel, c'est-à-dire que la seule chose qui est importante par rapport à un écrivain, c'est pas de juger sa vie, s'il est de droite, bon, qu'importe. Est-ce qu'avec tout ça, il a une qualité d'écriture particulière et quelle est la nature de... Bon. Est-ce que le corps de l'œuvre chez James Ellroy retrouve le corps de sa mère? C'est la grande question. Je crois qu'il ne peut le retrouver que de manière technique, médico-légale, et on ne lui en veut pas. C'est-à-dire que l'obsessionnalisation qu'il y a chez Ellroy dans son texte n'est que le pendant de l'addiction toxique, quoi. C'est la même chose, c'est de rester accro-addict au moindre détail, saturer l'espace, et que c'est la meilleure façon de témoigner de quoi? Du chagrin, de la douleur de l'écrivain, quoi. Il parle de lui, quoi. Ça, c'est sûr. Il nous dit le chagrin extrême d'un enfant abandonné par sa mère dans des conditions particulières, qui est obligé d'être fixé au dernier plan qu'on lui a imprimé dans la rétine, qui est celui de son meurtre, et qu'il faut qu'il y retourne, quoi. Donc, ce qui est touchant chez Ellroy, c'est pas l'histoire,
c'est le ressassement. Alors, il y a d'autres écrivains qui ont cette frénésie créatrice, c'est-à-dire que ça leur prend toute la journée, que c'est un besoin impérieux, que c'est une drogue, que ce n'est pas un plaisir particulier, parce que c'est un déplacement relativement économiquement favorable de cette masturbation de compulsion, de cette toxicomanie qui arrive, mais sous une forme qui s'appauvrit au fur et à mesure. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée? C'est que, enfin moi, voilà. Oui. Ah oui. Le problème c'est là. Moi, c'est après American Tabloid, tu peux plus quoi. C'est ça. Et puis là, il n'y a rien là-dedans. Dans le Caire, là, il n'y a rien. C'est comme Pérec, Dieu seul sait. Après 53 jours, tout ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que le ressassement devient mécanique, avide. Il ne se nourrit plus de l'imaginaire de l'objet, mais uniquement du fantasme cru. Bon, et c'est touchant. Mais bon, voilà, donc c'est là-dessus que moi je voulais intervenir. Est-ce que, alors bon, nous avons entendu des réactions pendant l'intervention. La parole est maintenant à la salle. Qui veut intervenir pour commenter, discuter, poser des questions sur Elroy, sa mère? Moi, j'ai juste un témoignage, mais très simple. Oui. J'ai juste un témoignage. J'ai pas ça. C'est bon? Ah oui, pardon. Bon, c'est vrai que ça s'appauvrit. Enfin, moi, j'ai lu peu de Elroy, mais j'ai été... Une première lecture, c'est le Dahlia Noir. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, je vous dis ce que j'ai... Je trouve que le style de cet auteur est étonnant. C'est pas... Alors, sublimation, je sais pas, mais c'est quand même... c'est le meurtre de sa mère, c'est les États-Unis, c'est toute une société, c'est ce monde. Ça s'appauvrit, ma part d'ombre, ça devient de plus en plus autopsie, table de dissection, ça effectivement. Mais je vous trouve un peu dur, tous les deux. Je vous trouve un peu dur, et vous, madame, qui avez fait tout ce travail, je me dis que vous avez quand même été assez fascinée, parce que vous étiez là en disant quelle horreur, ces crimes, etc. N'empêche que quand on lit ça, on est tout à fait... première lecture, hein, peut-être pas au bout du 10e, Le Grand Nulle Part, je ne sais pas, je n'ai pas lu, mais c'est quand même un auteur, c'est un grand écrivain policier, enfin américain. Et je ne savais pas qu'il avait eu... Je savais pas qu'il était aussi lu, parce que c'est une écriture qui est difficile quand même, qui n'est pas si simple. Peut-être à cause de sa répétition, ça je ne sais pas, mais voilà. Juste, Alors Gisèle, pourquoi tu es dur comme ça? Oui, parce que c'est nature. Mais parce que je dois faire cet aveu que j'ai fait en filigrane. Je ne suis pas amateur de romans policiers et je n'ai même pas pu arriver à la fin du Dahlia Noir. J'en ai 3 exemplaires à la maison, parce que quand ils savent ça chez mon éditeur, ils disent c'est pas possible, il m'en colle un autre encore. Mais j'arrive pas, moi, ce style est très difficile. Et ma fascination a été liée à la fascination, c'est anecdotique vraiment. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que pourquoi vous travaillez là-dessus? J'aurais répondu par hasard, réponse que j'interdis à tous mes patients, mes étudiants, etc. de faire. Mais moi, je vous aurais répondu par hasard, c'est que je suis chez le même éditeur. Et donc, c'est en voyant tout le remue-ménage autour de cette personne. Mais ceci dit, moi, je pense... Pardon, j'ai pas entendu? Voilà, l'envie. Hein, ça, c'est sûr que j'ai pas les mêmes tirages que lui, je vous le dis tout de suite. Non, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, alors ça, j'ai beaucoup aimé en revanche ces autobiographies. Vraiment beaucoup, parce que la chose que j'ai envie de discuter, c'est la question de la sublimation. Vous allez me dire, on n'en est pas là. Mais pour moi, hein, je vais faire le prof chiant, quand une sublimation quand une pulsion est détournée vers son but, et qu'elle est vers un autre but qui est valorisé socialement, c'est la définition de la sublimation. Oui. Donc il sublime celui-là. Non, alors allons-y sur la sublimation. C'est une question de définition. Bon, il y a 2 choses sur le... C'est pas une question de jugement esthétique, c'est autre chose. C'est une question de pure économie psychodynamique. Bon, d'abord, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui n'est pas un patient dont on ne connaît pas l'entour de sa créativité, c'est-à-dire quelle est sa vie.
Donc je veux bien qu'il sublime, mais il faudrait me dire si, dans sa vie, il n'a pas perdu en représentation, en jouissance, s'il a une vie relativement apaisée, détendue, qui lui mette du bonheur. Bon. Ou si, et je ne crois pas du tout, je pense que ça doit être extrêmement difficile, comme souvent. Bon. Ensuite, c'est la question essentielle. Lorsque la masse solide ou liquide se transforme en air, il faut qu'il y ait un petit côté aérien. Est-ce qu'il y a un côté aérien dans l'œuvre de James Ellroy? De mon point de vue, non. On ne passe pas du fantasme à l'imaginaire. On reste dans le ressassement du fantasme. De ce point de vue-là, si l'imaginaire n'arrive pas même s'il y a de très beaux morceaux, mais si l'imaginaire n'arrive pas à se décoller et qui reste pris dans le ressassement du fantasme, et c'est pas un jugement, comment tu veux qu'on sorte d'un fantasme pareil après avoir eu une histoire pareille? L'idée, c'est qu'il ne veut pas la perdre une seconde fois, et que la seule façon de ne pas la perdre une seconde fois, c'est de ressasser. Donc pour moi, il n'y a pas sublimation au sens où il n'y a pas eu dégagement. Tu as raison, il y a déplacement, mais il n'y a pas eu dégagement total. Et comment il y a une création d'une œuvre. Voilà. Après, ça se discute. Est-ce que ce déplacement, même s'il reste fixé sur le fantasme cru, est de l'ordre de la sublimation, ou est-ce qu'il faut un dégagement où on atteint quelque chose de plus aérien, d'imaginaire? C'est une question de définition. Bon, et puis qu'importe. Parce que c'est quand même... Moi, 70 ans, c'est déjà ça. Pardon? Absolument, évident. Je dis c'est déjà un bon point d'arriver à 70 ans. Oui, c'est mal parce barré. Que... Oui. Il a quand même été d'une solitude totale du début jusqu'à maintenant ce succès c'est extérieur quand même, les millions qui tombent, les tirages et la gloire. C'est pas. Et moi je trouve que quand même on dit qu'on s'intéresse à l'écriture. Bon, d'accord, mais ça pose quand même la question de comment on aide un petit garçon dont on vient de tuer la mère sous les yeux ou à proximité. Par exemple, ce que vous dépeignez, ou enfin ce qui dépeint plutôt lui sur le père, le père lui a donné aucun élément pour se dégager de l'effroi succédant à cette perte brutale. Et la mère, apparemment, avant, elle était un peu abrupte de raconter des pas tant par la morphine, moi c'est pas la morphine que je trouve le pire. Je trouve le pire, c'est de raconter ton père est très chiant, il a un cancer, on va être bientôt débarrassés, partons tous les deux en vacances. C'est encore plus intrusif que la morphine, si je puis dire. Donc c'est déjà pas mal. Et c'est ce qui choque le public qui vous écoute. C'est de dire, parce que vous vous en nourrissez. Il vous nourrit, de même qu'il a nourri des éditeurs, qu'il a nourri. Et ça nous fait à bon compte économiser sur nos fantasmes de meurtre de mère, etc., à bas prix. Au lieu d'avoir de la gratitude, on continue à le juger. C'est quand même... Mais pourquoi vous avez dit qu'on était durs, tous les deux? Comment ? Il y a une personne qui a dit qu'on était durs, tous les deux. Mais pourquoi on est durs envers Ellroy? Parce qu'on sent une espèce de haine. Vous avez dit au début de votre exposé, vous avez dit, ce type, il fait des millions pour avoir tué sa mère. Il n'a pas tué sa mère et il l'a refait vivre. Il l'a refait vivre en 1000 morceaux, mais il l'a refait vivre quand même. Et même pour retrouver une représentation de sa mère, de trouver une femme coupée en deux. Parce que il montre des tas de défenses contre les... C'est une écriture pour moi purement post-traumatique il montre les défenses devant un traumatisme majeur quand en plus on n'a déjà pas très ourlé psychologiquement avant. Il n'était pas... il devait pas être un petit enfant plein de... je sais pas, de contes de fées. Donc, par exemple, le dédoublement, la bagarre entre son personnage littéraire et puis la personne de lui-même, se faire doubler d'un détective pour reconstituer les choses. Moi, je ne suis pas sûre que c'est pour être le dernier meurtrier, enfin le plus proche, etc. C'est pour comprendre ce qui s'est passé pour moi. C'est pour... Ça, c'est sûr que quand l'éditeur est arrivé à Los Angeles, il a été stupéfait, qu'on l'amène tout de suite sur les lieux du crime 20 ans après. C'est pour substituer des perceptions
un chaos généré par un traumatisme. Donc tu te fais des défenses par la perception. Et après tu crées un objet sur ton papier, il est jamais suffisant. Donc il faut toujours recommencer un bouquin, répéter la même chose, faire des copier-coller, radoter. C'est hyper pathétique, mais c'est un pathétisme qui résonne, puisqu'autrement il n'aurait pas vendu tous ses bouquins si ça ne résonnait pas. C'est sûr que ça résonne. Donc ça résonne, donc ça on n'aurait pas fait un exposé. Mais la question du soin un enfant, enfin moi j'en ai deux là qui viennent d'arriver, ils sont exactement comme il dépeint, c'est-à-dire dans mon nom, je m'en fous, elle était mauvaise, etc. Et puis après ils se mettent à faire de la délinquance. Alors il faut comprendre les conduites perverses comme une élaboration de ce qui s'est passé, etc. Donc au contraire, on a beaucoup à apprendre aussi, enfin à chercher et à échanger aussi sur ce sujet de comment on se comporte quand on voit arriver sous notre coupe, si je puis dire, un petit garçon, deux petits garçons, des petits enfants comme ça qui ont subi des trucs comme ça. Comment on peut pas rêver qu'ils deviennent tous écrivains parce qu'autrement ça ferait trop de choses à lire pour les lecteurs. Mais oui, non, ça, vous êtes dur avec nous qui sommes trop durs. Je vous rappelle qu'il y a un match de foot ce soir et que nous sommes ici à parler de James Ellroy, peut-être de manière durement, mais ça veut dire qu'il nous intéresse, qu'il nous excite, qu'il nous fascine, mais en tout cas pour ce qui me concerne, ce petit garçon particulièrement traumatisé qui a dégagé un certain nombre d'aménagements pervers et de sublimation, je ne veux pas me laisser totalement fasciner par ce qu'il me raconte, sinon je ne le respecte pas. C'est un sacré malin, ce James Ellroy. Alors, là où je ne te rejoins pas vraiment, c'est que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à comprendre d'avoir eu une mère assassinée, violée, coupée. Non, ça, il y a le hors-sens. Il n'y a rien à comprendre, mais on a besoin de comprendre quand même. Je sais bien, mais... Oui, mais là, on s'approche, le noyau de douleur parapsychotique qui est le sien s'approche du non-sens. Donc, mais c'est une discussion. Est-ce qu'il tourne autour de la scène traumatique pour ressentir des perceptions, mais à partir du moment où il ressent ces perceptions, il est obligé, pour exister, de trouver un rôle d'un des personnages de la scène. Et je pose, moi, que l'agresseur l'intéresse beaucoup, pas parce qu'il est pervers, non, parce qu'il est le dernier témoin. Il le dit, je n'ai pas fini le texte, mais dans ma part d'ombre, ce qui l'intéresse, c'est de voir la peur dans le regard de sa mère. Ça m'a fait penser aussi à Michael Powell, Peeping Tom. Bien sûr, le voyeur, il veut voir la dernière image dans les yeux d'eux. Mais pas parce qu'il a un plaisir pervers particulier, c'est parce qu'il a un attachement majeur à cette scène traumatique. Alors, après, est-ce qu'il comprend, c'est-à-dire est-ce qu'il prend avec lui? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il soit à ce niveau-là. Mais, bon, peut-être. En tout cas, ça fait le 20e roman où il ressasse de manière éternelle et infinie de tourner autour de la scène en disant toujours les mêmes détails clinico-techniques. Il ne sort pas de ça. Il est aveuglé par... Et, voilà, il est pris dans la lumière des phares. Il est un insecte brûlé par la lampe. Et c'est touchant. Après, est-ce qu'il va arriver à s'en dégager? Bon. C'est parce que moi, quand je dis, ça nous intéresse pour le pratique clinique quand même, mais à la base, pas pour l'homme de 70 ans, mais parce que maintenant c'est si joué, il a trouvé ses méthodes. C'est pour quand on a des enfants, ça nous arrive. Enfin, ça arrive souvent quand on a des enfants comme ça qui ont vécu des trucs comme ça. Et ben, déjà, comment faire comprendre à ceux qui les entourent toutes ces conduites qui sont apparues, même la froideur d'un enfant, donc on n'est plus la mère qui rigole et qui s'en fout. Qui est défensif, oui. On sait que c'est du déni, ceci, cela, mais n'empêche qu'il faut que les gens supportent de rendre ça comme la suite. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait pu vivre. Je suis tout à fait de votre avis. Il faut qu'il ait pu vivre avec cette histoire. Et n'oubliez pas que quand même, il est arrivé jusqu'à la fin. Il est arrivé en dessous, mais au fond. Et il aurait pu 100 fois mourir. Alors, il y a des choses incompréhensibles. Je ne vois pas où sont les facteurs de résilience, comme dit l'autre. C'est un fils unique.
Je cherche un frère, une sœur, un oncle, il n'y a personne. Je cherche les éducateurs, je cherche les rencontres, je cherche la parenté dans les livres. Quel auteur l'inspire? Il n'y a personne. Donc il reste, on vient de sortir tout un tas de théorisations sur pourquoi et comment il s'en sort. Il reste la grande partie qu'on méconnaît, on ne sait pas comment il a fait. Parce qu'on a beau chercher dans sa biographie, autant qu'on puisse le savoir, il n'y a pas beaucoup d'aide. Hein. Mais c'est lui qui va le chercher. C'est comme avec les patients. Il y a le psychanalyste. C'est comme avec les patients où tu cherches désespérément, quand il y a une mère morte, un père pervers, enfin tu cherches désespérément un oncle, une tante, un grand-parent sur lequel te soutenir et tu trouves personne. Et ce gosse, malgré tout, je ne sais même pas si... Enfin, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui. Il y a des tempéraments singuliers. Ça fait 4. Oui, lequel? Oui, alors il fait référence à Dostoïevski, bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas Dostoïevski. Vous ne croyez pas au facteur de résilience? En général ou chez lui? Parce qu'il dit j'ai toujours voulu être écrivain, j'ai toujours su que le serait, c'est qu'il avait bien dû lire un bouquin. Il l'a lu depuis sa petite enfance. Alors donc effectivement les écrivains, c'est une ouverture, ça c'est une famille de résilience. Oui, une parenté dans les livres, mais bon. Et en plus, il n'y a pas écrit qu'il s'est fait psychanalyser. Il ne l'a pas écrit. Moi, ça m'a été dit entre la poire et le fromage. Hein. Il ne l'a pas écrit, je crois, qu'il s'est fait psychanalyser pendant très très longtemps. Bon, donc ça fait un appui. Sûrement. J'ai simplement lu La malédiction de Hilliker. Et ce qui m'a frappé, moi, dans ce roman, c'est la grande solitude du personnage, bien sûr, que vous avez évoqué, mais surtout sa recherche de la rencontre féminine tout au long du livre, à travers justement, après bien sûr avoir repris la scène du meurtre, mais il y a chez cet homme, je crois quand même, après avoir traversé ce trauma, ce désir de savoir que veut la femme finalement, comment l'atteindre, comment la rencontrer. Et il va s'y employer, il va l'attendre parce que tous ces coups de fil qu'il attend dans le noir, dans sa chambre, ce ne sont pas des coups de fil, enfin moi je ne les ai pas sentis comme ça en tout cas, anodins. Il attend vraiment d'être en empathie avec une femme. Et il va finir par y arriver d'ailleurs à la fin du livre. Mais c'est fini. Et par reconnaître celle justement qu'il écoute et celle qu'il a envie aussi d'écouter, d'approcher. Et ça, j'ai trouvé ça remarquable parce qu'après avoir après avoir compris ce qui lui était arrivé, finalement, il entre dans le lien, quoi. Donc il est sorti de sa solitude, pour moi. Vous voyez ? Dans le livre, oui. Dans le livre. Mais pas dans la réalité. Il n'a pas beaucoup d'accès à la femme en lui, il n'a pas eu beaucoup de capacité de pouvoir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il donne le vrai nom de la dame. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Dans La malédiction Hilliker, il donne le vrai nom de la dame et il l'a donné dans les interviews et il a je suis avec Madame Machin. Oui. Il l'a dit tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, même les vedettes de cinéma, sauf si c'est entre vedettes ou je sais pas quoi. Mais sinon, on ne donne pas le nom comme ça. Lui, il le donne, le nom, il l'oblige. Alors que... Oui. Il va falloir que je le relise. Avec, Le livre lui est dédié. De toute façon, je crois que c'est un auteur qu'il faut reprendre, hein, parce que c'est vrai, comme l'a dit une personne, il n'est pas d'un abord si facile. Hein. Non. Non. Mais c'est entre autobiographie et autofiction. Moi, je ne suis pas très chaude pour les autofictions, mais je pense c'est très difficile. En fait, c'est autobiographie, autofiction, auto-engendrement. Il doit y avoir quelque chose
Hein, un truc comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas se demander si de faire de l'autofiction avec une histoire si traumatique, ça lui fait ça pérennise le traumatisme, parce que tout le monde le voit comme ça. Oui. Oui. Puis il continue à s'accrocher à donner les vrais noms des femmes, ne rien maquiller. Tout en maquillant suprêmement, semble-t-il. Oui. C'est pour ça que je dis auto-engendrement, autofiction, Eh bien, encore une petite question. Eh bien, monsieur Loisel, c'est quoi cette parenthèse de... C'est pas Dostoïevski, ça. C'est pas Dostoïevski, ça. Ça, cette écriture clinique. Alors, qui puisse faire appel à Raskolnikov, à la dissociation de Raskolnikov, mais encore le contour bien mal, enfin la religion chez Dostoïevski, lui, lorsqu'il fait appel à Dieu, c'est pas Dostoïevski. C'est très pauvre, mais je répète, voilà, c'est Dieu chez lui, c'est Bouge, c'est pas le grand inquisiteur, c'est pas le grand ordonnateur. Mais la question est là, précisément, c'est pas Dostoïevski, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas Dostoïevski dans son... oui. C'est-à-dire il y a un certain nombre de choses qui l'habitent, qui sont en dehors du trauma, bien que possiblement alimentées par ce trauma, et qu'il faut quand même se garder de confondre le narrateur avec le personnage. C'est un vaste... Oui, absolument, mais je pense que cette question est quand même fondamentale. Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut être assez malin, respecter l'écrivain ou surtout respecter son travail. C'est-à-dire son travail est un travail considérable de masquage, de transformation, de déplacement, de condensation, etc., tout ce qu'on veut. La différence entre le Dahlia noir et ma part d'ombre, c'est que dans ma part d'ombre, il dit « je ». Il n'y a plus de narrateur. C'est lui qui va avec le détective sur les traces de... Donc, quand il s'inspire de Dostoïevski, c'est pour faire du pauvre Dostoïevski, mais ce n'est pas un jugement. C'est-à-dire qu'il, vu les conditions dans lesquelles il a été élevé, le tutorat qui a été le sien, tu ne peux pas lui demander de faire autre chose que ça. Mais qu'il puisse témoigner de cette volonté de ne plus attendre, mais d'atteindre, c'est-à-dire de se dégager, d'aller chercher le lien, qu'il puisse témoigner même de manière pauvre, c'est touchant. C'est excessivement touchant, et c'est vrai que ça ne monte pas. Ça ne monte pas. Et... C'est marrant parce qu'il y a une chose curieuse. Vous m'avez surpris dès les premiers qui ont parlé, toi aussi je crois, en disant il a vécu un traumatisme. Mais moi j'aurais pas idée de dire qu'il a vécu un traumatisme. Il a vécu un tel bain, je ne sais pas, ça existe, bain traumatique. Parce qu'un traumatisme pour moi c'est quand même un moment, c'est... je sais pas moi, un accident, un ceci, un cela, Frida Kahlo si vous voulez. Mais là, après il y a des séquelles, bon. Mais lui, c'est pas un traumatisme, je sais pas comment on appelle ça. Une cascade, vous avez dit. Une cascade. Une cascade de traumatisme. Il a été élevé aux accidents. Comme tu dis. Bon, encore, je crois qu'on a bien commencé l'année. On va continuer avec Henri Michaud et Anne Brun la fois prochaine. On espère vous revoir, discuter de tout ça, la place du narrateur et de l'auteur, l'autofiction. Merci beaucoup Gisèle, à très bientôt.